Bonjour. Alors, on a, avec la table ronde, moi j'ai noté quelques mots qui m'ont bien plu pour faire la relation avec la table ronde où on a beaucoup parlé data. J'ai bien aimé l'expression de data lover. Je crois que dans le pricing et chez Booper, on est très data lover. Et Hugues va nous expliquer ça. Alors, Booper, d'abord, c'est quoi ? Alors, Booper, c'est deux métiers. Le premier métier, c'est édition de logiciels. Donc, on a développé un ensemble de solutions pour permettre d'optimiser les marges et les piloter. Le deuxième métier, c'est toute la partie consulting où on va aider les retailers à réaliser leurs tarifaires, à réaliser leurs diagnostics et les aider dans la mise en place de leur stratégie. Alors, ce que nous allons voir là dans les minutes qui viennent, c'est... Alors, là, on a évité les anglicismes. Donc, on est sur des données endogènes, des données exogènes, et tout ça dans un grand chaudron. Je ne sais plus qui parlait de chaudron. C'était peut-être Cyril Cortès de Giffard, je crois, qui parlait du chaudron magique. Là, on a un chaudron magique aussi qui va permettre de faire un pricing efficace. Pourquoi il faut données endogènes et données exogènes ? Alors, les données endogènes, c'est toutes les données de chaque retailer. Donc, on va parler des prix d'achat, des prix de cession, des prix de vente, des quantités, des objectifs, de tous ces indicateurs. Et pour savoir les expliquer, il faut intégrer des données qui soient en dehors du système de chaque retailer, comme par exemple des données exogènes, comme la météo, comme les données des concurrents, les périodes promotionnelles, etc. Et donc, quand on regarde plus précisément les données endogènes, donc on a mis quelques exemples à gauche, donc on se rend compte qu'il faut très largement augmenter la fréquence des données, l'importation des données. Il y a quelques années, on était avec des importations au trimestre. Quand j'ai démarré avec Georges, c'est ce que l'on faisait. Très vite, on a intégré après des données chaque mois. Depuis 3-4 ans, on a commencé à intégrer des données à la semaine. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut intégrer des données à la journée. Alors, ce n'est pas sans conséquence et on regardera après. Il faut qu'on intègre aussi la partie promotion. Donc, la partie promotion, de plus en plus, le poids promotionnel devient de plus en plus pesant. Et donc, on le travaille par émetteur, c'est-à-dire qu'on va isoler la promo liée aux cartes, liée au prospectus, etc., etc. Prendre en compte bien évidemment des indications comme le stock, comme l'ADN, bien savoir distinguer les prix étiquettes et les prix caisses. Voilà. Tout ça avec 2 années d'historique. On va parler tout à l'heure de modèles mathématiques, donc nécessité d'avoir beaucoup de data avec une donnée historisée relativement fiable. Et dernier point, c'est ticket de caisse obligatoire si on veut se lancer sur l'analyse de la cannibalisation. Sur les données exogènes, vous avez à gauche donc quelques éléments pour expliquer ça. Et ce que je dis, c'est qu'il en faut suffisamment, mais pas trop. Quand on utilise des modèles mathématiques, en fait, on se rend compte que, et si on fait de l'optimisation combinatoire, on va travailler sur chaque couple qui va pouvoir, où on va avoir des variations d'indicateurs. Et plus on aura de données, plus il faudra un historique très fort. Et comme l'assortiment change énormément au fil des années, on n'a pas intérêt à prendre un historique de 5 ans, par exemple. Et donc, il faut savoir mesurer les données que l'on prend. C'est suffisamment, mais pas trop. Finalement, sur la data, quelles sont les conclusions ? 1, on a une augmentation massive de données. Quelqu'un parlait de proche du milliard, je crois. C'est vrai que pour certains de nos clients, on approche du milliard d'informations traitées dans notre logiciel. Deuxième point, c'est qu'il faut savoir adapter les modèles de données. Bah oui, c'est énormément d'informations, donc ça ne se structure pas de la même façon et ça devient beaucoup plus compliqué. Savoir aussi intégrer plusieurs types de bases de données. On ne traite pas avec les mêmes bases de données toute la partie simulation, on aura beaucoup d'écriture-lecture. On ne traite pas avec les mêmes bases de données pour la partie traitement des tickets de caisse, où on va traiter des milliards d'informations. Et on ne traite pas, on utilise des bases de données différentes pour travailler toute la partie modèle mathématique. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Au niveau de la valeur ajoutée, finalement, ce que peuvent apporter l'ensemble de ces données, c'est bien évidemment une fiabilisation plus importante des résultats,
avec chacun de nos clients, nous sommes en conformité parfaite avec le contrôle de gestion, c'est-à-dire qu'on trouve les mêmes résultats. Il faut, et ça c'est important, il ne faut qu'en aucun cas la donnée puisse être remise en question par les utilisateurs. Donc, très important, conformité avec le contrôle de gestion. Bien sûr, ça va permettre d'améliorer les règles métiers, l'efficacité des alertes, l'enrichissement des modèles, c'est mathématique, c'est évident, et surtout une analyse de la cannibalisation avec les tickets de caisse. Quand on a regardé tout ça et quand on a observé finalement ce qui se passait chez les clients, en fait, donc on a pris 2 décisions importantes. On ne propose plus que du mode SaaS, puisque c'est nous qui allons manager l'ensemble des bases de données pour simplifier et accélérer l'intégration de notre logiciel MPS. Deuxième point, on crée un data loader. En fait, on ne va pas demander aux distributeurs, enfin on ne demande plus aux distributeurs de nous donner des interfaces très particulières et très pesante à construire, et donc on demande maintenant de nous envoyer les données telles quelles et nous les traitons directement. Voilà. Donc avec un gain pour... de 6 mois pour démarrer une solution. Alors, on va rentrer dans les modèles mathématiques maintenant, parce que les données, on les a, les endogènes, les exogènes, et maintenant, comment on modélise tout ça? C'est le cœur du réacteur, finalement. Exactement. Et vous voyez, il y a un point qui va ressortir, on a parlé d'amusement tout à l'heure, moi je dirais ludique, et vous avez l'exemple du Rubik's Cube. Et donc, en fait, pour travailler les modèles, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va essayer aussi pour travailler les indicateurs clés, on va considérer qu'une phase du Rubik's Cube, c'est toute une série d'indicateurs, mais qui portent sur le même thème. Et donc, l'objectif, avec notre logiciel de MPS, c'est de pouvoir petit à petit aligner chaque phase du Rubik's Cube avec bien évidemment une même couleur. Et donc, quand toutes les couleurs sont bien alignées, eh bien, en général, l'objectif est atteint en termes de chiffre d'affaires, de marge, de taux de marge, etc. Voilà. Alors, à gauche, on vous a mis l'ensemble des indicateurs en général que nous travaillons. Donc, il y a beaucoup sur la partie structuration de la marge et du taux de marge, sur les indices de prix, sur l'image prix, sur le markdown aussi, sur la gestion des stocks, etc. Et sur la droite, donc on est rentré un peu dans le détail avec toutes les cases que l'on doit traiter. Et en général, ce genre de choses, on le traite en préambule dans les diagnostics que nous faisons pour nos clients. Alors finalement, quand on regarde la valeur ajoutée des modèles mathématiques, en fait, est-ce que c'est nécessaire déjà? Alors, oui, on va se rendre compte que c'est nécessaire, puisque bien évidemment, les règles métiers permettent de gérer un très bon pricing sans trop de difficultés. Mais on se rend compte quand on a beaucoup de magasins, quand on a beaucoup de zones différentes d'actes d'achat, l'apport est indéniable. Alors, en fait, c'est clair, on n'a pas le temps de toujours tout bien faire, on n'a pas la capacité de gérer non plus vraiment très finement toute la partie optimisation et le pilotage de marge. Et donc, en fait, les modèles, si on peut revenir sur la slide d'avant, les modèles vont permettre de nous aider sur la partie clusterisation des magasins, des produits, sur l'offre, on l'a vu tout à l'heure, sur le mix marge des produits, sur le stock, l'image prix et tout ce qui est association de produits et les alertes. Donc, en fait, le Booper, finalement, met à disposition des modèles mathématiques, et l'objectif, c'est que le client ne s'en rende pas compte, c'est pour accélérer la prise de décision et également pour améliorer les résultats. Alors, notre méthode au niveau des modèles est assez simple, mais assez lourde d'utilisation, assez lourde de calcul. On utilise 15 modèles différents pour calculer la prévision des ventes et les élasticités de produits. Sur ces 15 modèles, en fait, on a développé un solver pour prendre l'optimum de chaque modèle pour chaque produit et chaque période. On se rend compte que l'élasticité, on en parle souvent, est valable dans le temps. Chaque semaine, on aura des élasticités différentes. Et donc, il faut savoir changer de modèle, faire des adaptations de modèles chaque semaine quasiment. Alors, en bas, pour ceux que ça intéresse, j'ai cité quelques modèles que nous utilisons. Bien évidemment, ils sont arrangés et améliorés à la sauce Booper pour pouvoir répondre rapidement aux besoins des retailers.
Alors, les modèles, c'est bien, mais c'est quoi le taux d'erreur? Ou c'est quoi le taux d'exactitude? Sur 80% des produits, on a constaté un taux d'erreur de 4%. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sur les 20% des produits restants, on est à peu près à un taux d'exactitude de 80%. C'est des produits qui ont des quantités proches de 1, et donc une semaine sur 2, je vends un produit, j'en vends pas, et donc là, on arrive à des 50% d'erreurs, et donc c'est d'où le résultat. En fait, on se rend compte qu'avec les algorithmes que nous avons développés, la problématique du taux d'exactitude n'est pas un problème. Souvent, on est à 1,5, 2% de taux d'erreur. Le problème, c'est le temps. Je vous ai expliqué, on prend 15 algorithmes, 15 modèles différents pour les slow moving, pour les fast moving, et donc on s'adapte vraiment à la vie du produit et pour chacun des magasins. Et en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que si on a un assortiment de 80 000 produits dans un magasin et que si on considère que 3 minutes est un temps normal pour effectuer l'ensemble de ces modèles mathématiques, il faudrait plus de 5 mois. Et donc, si on veut changer, c'est plutôt 6. Et si on souhaite changer tous les jours ou toutes les semaines les prix, eh ben, les modèles, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, on a travaillé vraiment très fortement. On a dû développer beaucoup sur les calculs parallèles pour arriver à des temps de calcul inférieurs à 1 seconde. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Concrètement, qu'est-ce que ça donne sur ces modèles mathématiques et les résultats que ça donne? Alors, on a eu beaucoup de mots. Maintenant, on va passer à beaucoup de courbes. Je sais qu'il est presque midi, donc je vais demander à tous votre concentration et surtout votre cerveau analytique pour tirer le maximum de ces graphiques. Donc, en fait, on a représenté... Oui, mais c'est ça le pricing aussi. Hein. Là, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Ouais. En fait, on a représenté sur un seul écran tout un ensemble d'inducteurs qui correspondent à des élasticités. Donc là, on est sur un produit non alimentaire. Et donc, on va regarder... Alors, bien évidemment, on rentre une vingtaine d'inducteurs au niveau de l'élasticité. Donc, on a... bien sûr, toute la partie concurrence, on a toute la partie jours fériés, les vacances, la pluie, la température, etc. Bien évidemment aussi les promotions pratiquées par le client et les prix pratiqués par le client. Et alors, ce que vous avez en bas, ce sont les ventes. Alors, regardez bien, je pense que vous verrez de là. La courbe verte représente les ventes réelles. La courbe noire représente notre prévision avec nos modèles mathématiques. Voilà. On a beaucoup de courbes où on ne voit plus le vert. Donc là, pour bien assimiler ce que l'on fait, je vous ai pris un exemple moyen dans notre prévision. Comme ça, vous voyez les courbes vertes et les courbes noires. Et donc, vous voyez qu'en fait, tout correspond. Et donc, si on revient juste sur l'écran d'avant, voilà. Quand on parle d'élasticité, il n'y a pas que l'élasticité au prix. C'est en général 30 à 40%, pas plus. Par contre, ce que l'on voit, c'est au niveau de la température. Vous pouvez regarder les traits qui vont à la deuxième courbe. Et bien à ce moment-là, on verra que plus il fait chaud, grosso modo, moins en avant. D'accord ? Donc voilà, on a une vingtaine d'inducteurs d'élasticité et on est capable de dire semaine par semaine, journée par journée, quelle est l'élasticité pour chacun des inducteurs. De la même façon, pour la partie promo, on a effectivement, quand vous voyez les pics en haut, eh bien on regarde et on verra parfaitement les pics en bas. Et vous voyez que la prévision des ventes, elle colle de très très près à la réalité. Alors tout ça, ça sert à quoi? En fait, c'est bien, c'est joli, c'est chargé à l'écran, c'est vrai, mais tout ça, ça sert à déterminer des prix stratégiques et plutôt une analyse de palier. C'est-à-dire que si je me positionne sur le 0 au milieu de l'écran, on va s'apercevoir quand on fait du pricing, il y en a quelques-uns dans la salle qui en font, eh bien, on a toujours peur de baisser des prix de plus de 2%, on a toujours peur d'augmenter les prix de plus de 2%. Grosso modo, c'est toujours on se met toujours en danger quand on va au-delà de ces barrières-là. Et en fait, on s'aperçoit que sur ce produit, flasque de vodka, donc si on baisse le prix de 2%, on n'aura aucune incidence au niveau des ventes. Il faut qu'on baisse de 3% pour accéder à un premier palier.
Et si on a la bonne idée de dire je vais baisser le prix de 5% pour encore accélérer les ventes, on verra qu'il n'y aura aucun impact. Il faut baisser le prix de 10% pour avoir un autre palier. De la même façon, si on augmente le prix, parce que c'est bien de le baisser, mais des fois on a toujours besoin d'augmenter un peu des prix, on va s'apercevoir qu'on peut l'augmenter jusqu'à 5% sans avoir de perte au niveau des quantités. Si on dépasse et qu'on arrive à 6%, alors à ce moment-là, on a une perte énorme au niveau de la marge, des quantités, etc. Alors, juste un petit point juste avant, Cécile. En fait, on se rend compte que dans un modèle, pourquoi on parle d'optimisation, de réoptimisation, en fait, et ça va, l'écran d'après va l'expliquer, vous vous rendez compte que si on baisse le prix de 5%, si on l'augmente de 7%, on aura exactement la même marge. Donc bien évidemment, si on veut automatiser des préconisations de prix, il faut à ce moment-là qu'on détermine avec le client, en général la priorité numéro 1, vous pourrez télécharger la presse après, au niveau de la priorité 1, en fait, on va s'apercevoir qu'on va toujours mettre le prix et l'image prix, une phase du Rubik's Cube. La deuxième priorité, en général, c'est les quantités vendues. Si je veux plus booster mes entrepôts, à ce moment-là, je vais mettre ça en avant. Si je veux plus booster mes marges, je mettrai ça en avant, etc., etc. Et après, on peut choisir plusieurs priorités en cas d'égalité. Voilà, c'est tout ça que l'on fait. Et pourquoi finalement l'utilisation des modèles mathématiques n'est pas quelque chose de compliqué? Parce qu'en fait, la résultante de tout ça, c'est nous calculons des prix stratégiques avec les distributeurs. Et donc après, on se base par rapport à ces prix stratégiques et avec des scénarios différents par famille ou par rôle de catégorie. Finalement, les points forts, il y en a combien? Il y en a 4. On a toujours fait des augmentations de taux de marge supérieurs à 0,6 points, toujours. On a toujours fait, quand c'était demandé, des augmentations de marge et de chiffre d'affaires, que ce soit en alimentaire ou en non alimentaire. On a effectué des simulations, ça c'est intéressant, des simulations simples, c'est-à-dire un aliment à X par rapport à un concurrent. Et on l'a fait avec des règles métiers et avec intelligence artificielle. La synthèse de ça, c'est quoi? C'est que l'investissement est divisé par 2 quand on utilise l'intelligence artificielle. C'est normal, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer pendant le déjeuner. Voilà. Et enfin, et ça c'est important, on a un gain de temps, on en a parlé dans les différentes tables rondes, au niveau des process et l'amélioration de prise de décision. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus vite à prendre les bonnes décisions, on va beaucoup plus vite dans l'exécution et la création des tarifaires. Voilà. Et ça, c'est important, c'est sans boîte noire. C'est-à-dire que vous maîtrisez tout ce que vous faites. Si à un moment donné, quand on fait des tarifs pour un magasin et qu'on est incapable d'expliquer le pourquoi du comment, c'est compliqué. Et donc, vous avez la maîtrise sur la totalité. Alors, pour quel client avez-vous fait tout ce type de travail? Alors, donc, là, on vous a mis quelques enseignes avec lesquelles nous travaillons et donc les différentes améliorations que l'on a faites avec les enseignes, nous avons un historique important. Voilà. Et donc, que ça soit sur du B2C ou du B2B, on a les mêmes niveaux de résultats. Avec le B2B, où on va gérer la typologie différente des clients. En plus. Voilà. Parfait. Merci.